Pendant 15 ans, ma sœur a détruit toutes mes relations. Pour m'être vengée, je l'ai livrée à un prédateur. Je ne savais pas jusqu'où irait l'horreur, mais je ne regrette rien. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Il y a des poisons qui tuent lentement, qui s'infiltrent dans le sang goutte après goutte, année après année, jusqu'à ce que vous ne sachiez même plus ce que c'est que de vivre sans leur morsure familière. Mon poison avait un nom, Chloé. Ma petite sœur. Depuis le jour de sa naissance, elle a été la lumière de la famille, et moi, l'ombre dans laquelle cette lumière projetait ses formes les plus cruelles. On disait toujours que Chloé avait hérité de la beauté spectaculaire de notre mère, Monique, tandis que moi, j'avais reçu l'esprit vif de notre père, Jean-Pierre. Un compliment empoisonné, une façon polie de dire qu'elle était le trophée et moi, le cerveau de l'opération. Le vol de petits amis n'a pas commencé comme un crime, mais comme un jeu. Un jeu dont elle seule connaissait les règles. Le premier fut Thomas, mon premier amour de lycée, celui pour qui mon cœur battait si fort que j'en avais le souffle coupé. Nous étions partis en vacances de ski en famille à Megève. Je me souviens de la neige qui crissait sous nos pas, de l'odeur des pains et du chocolat chaud. Thomas et moi étions inséparables. Jusqu'au 3e jour. Chloé, avec ses joues roses par le froid et son sourire d'ange, a prétendu avoir une peur panique du télésiège. Thomas, en parfait gentleman, a passé l'après-midi à lui apprendre à descendre les pistes vertes, la tenant par la main, la rattrapant dans des éclats de rire qui résonnaient dans toute la vallée. Le soir, je les ai trouvés dans le salon du chalet, près du feu, sa tête posée sur son épaule. Quand j'ai demandé une explication, Chloé m'a regardé avec de grands yeux innocents. Mais Camille, je ne faisais rien de mal. Il est si gentil de m'aider. Thomas, lui, a juste haussé les épaules, déjà pris dans sa toile. Une semaine après notre retour à Paris, il a rompu avec moi. Puis il y a eu Marc, à l'université. C'était différent. Plus intellectuel. Nous passions des heures à la bibliothèque de la Sorbonne, à débattre de philosophie et d'histoire de l'art. J'étais prudente. Je ne l'ai présenté à ma famille qu'après 6 mois. Le dîner dominical habituel dans notre maison de Boulogne-Billancourt. L'air était lourd, comme toujours, saturé par le parfum du poulet rôti et des non-dits. Chloé était parfaite, posant des questions intelligentes, s'intéressant à ses études. Trop parfaite. 2 jours plus tard, elle m'a appelé en larmes, prétendant avoir eu une dispute terrible avec une amie. J'ai fait l'erreur de lui suggérer d'appeler Marc, juste pour se changer les idées. Elle l'a appelé. Il est allé la réconforter. Je n'ai jamais su les détails, mais leur session de réconfort a duré toute la nuit. Quand je l'ai confronté, sa réponse a été un coup de poignard. Oh, Camille, ne sois pas si naïve. Il n'était pas pour toi. Je t'ai rendu service. Le pire dans tout ça, c'était ma mère. Assise à l'autre bout de la table lors de ses dîners dominicaux, elle était la grande prêtresse du culte de Chloé. Après chaque rupture, elle me prenait à part dans la cuisine, sa voix un sifflement aigu au-dessus du bruit du lave-vaisselle. Franchement, Camille. Tu sais bien comment est ta sœur. Elle ne peut pas s'en empêcher. Pourquoi tu continues à lui mettre la tentation sous le nez? C'est presque comme si tu le faisais exprès. Elle ne blâmait jamais Chloé, la prédatrice. Elle me blâmait moi, l'appât. Mon père, lui, restait silencieux. Il se contentait de secouer la tête, un regard de chien battu dans les yeux, avant de se resservir un verre de vin. Son silence était une trahison encore plus profonde, une complicité passive qui validait le récit de ma mère. J'étais la sœur aînée, la raisonnable, celle qui devait comprendre, pardonner, et surtout, ne pas faire de vagues. J'ai passé des années à naviguer sur cette mer de faux-semblants, apprenant à nager dans le poison, jusqu'à ce que j'en vienne presque à croire que c'était de ma faute. Après Marc, j'ai érigé des murs. Pas seulement autour de mon cœur, mais autour de ma vie entière. Je me suis jetée à corps perdu dans mon travail. Je suis devenue restauratrice d'art, un métier de patience et de solitude, où je passais mes journées à redonner vie à la beauté que le temps avait abîmée. C'était une métaphore parfaite pour ce que je tentais de faire pour moi-même.
Pendant près de 5 ans, ma vie amoureuse a été un désert. J'avais des aventures sans lendemain, des rencontres qui ne dépassaient jamais le stade de quelques dîners. Personne n'était autorisé à franchir le périmètre de sécurité. Personne n'approchait ma famille. Et puis, j'ai rencontré Mathieu. C'était lors d'un vernissage au musée d'Orsay. Il n'était pas du genre à attirer l'attention de Chloé. Il n'avait pas le charme tape à accent grave l'œil des hommes qu'elle collectionnait. Mathieu était architecte. Il était calme, observateur, avec un regard intense qui semblait voir au-delà de la surface. Nous avons commencé à parler d'une toile de caillebotte, et la conversation n'a jamais vraiment cessé. Pour la première fois depuis des années, je sentais une connexion qui n'était pas basée sur un jeu de séduction, mais sur un véritable échange intellectuel et émotionnel. Consciente du danger mortel que représentait ma propre famille, j'ai pris une décision radicale. Mathieu serait mon secret. Notre relation est devenue une forteresse clandestine. Nous ne nous voyions jamais près de chez moi ou des quartiers que ma sœur fréquentait. Nos rendez-vous étaient des expéditions dans un Paris que seule une minorité connaissait, des petits cinémas d'art et d'essai dans le 5e arrondissement, des bistrots cachés dans les ruelles du Marais, des promenades le long du canal Saint-Martin. Le week-end, nous fuyions la ville. Giverny au printemps, les plages de Normandie en été, les forêts de Fontainebleau en automne. C'était notre monde, un écosystème protégé de la toxicité de Chloé. Pendant plus d'1 an, ce secret a été le ciment de notre amour. J'ai découvert un homme d'une gentillesse et d'une intelligence rares. Il était fasciné par mon travail, par la précision de mes mains et la passion que je mettais à sauver une œuvre. Il parlait de notre avenir avec une certitude désarmante, évoquant le Pax, l'idée d'acheter un vieil atelier pour le rénover ensemble, un endroit où nous pourrions vivre et travailler. Lentement, prudemment, je commençais à y croire. Je commençais à penser que j'avais enfin trouvé la faille dans le système, que j'avais réussi à construire une vie que Chloé ne pourrait jamais atteindre, tout simplement parce qu'elle n'en soupçonnait même pas l'existence. La seule personne dans la confidence était Sophie, ma meilleure amie depuis le lycée. Sophie était avocate. Elle était pragmatique, directe, et la seule à avoir toujours vu clair dans le jeu de Chloé. Nous nous retrouvions pour déjeuner une fois par semaine, et c'était ma seule soupape. Il a l'air parfait, Camille, m'avait-elle dit après que je lui ai montré une photo de Mathieu. Mais tu sais ce que je pense. Le secret est ta seule arme. Ne la laisse jamais, jamais savoir qu'il existe. Je sais, avais-je répondu. Cette fois, c'est différent. Cette fois, je contrôle. J'étais si sûre de moi. Je pensais que ma forteresse était imprenable. Mais j'avais oublié une règle fondamentale, dans ma famille, tous les secrets finissent par remonter à la surface, comme des cadavres dans une rivière. Et Chloé était toujours là, sur la berge, attendant patiemment de voir ce que le courant allait lui apporter. Le point de rupture a eu un nom, l'anniversaire de ma mère. Un événement incontournable, un commandement auquel on ne pouvait désobéir. Monique avait décidé de fêter ses 60 ans en grand, avec une réception dans un restaurant chic de l'Ouest parisien. Pendant des semaines, elle m'a harcelée au téléphone. « Camille, tu ne peux pas venir seule. Qu'est-ce que les gens vont penser? À ton âge? Et puis, ce n'est pas normal que l'on ne connaisse personne de ta vie. » La pression était immense, un étau qui se resserrait. Mathieu, voyant mon angoisse, m'a dit avec sa douceur habituelle. Peut-être qu'il est temps. Nous sommes solides, toi et moi. Ce n'est pas ta sœur qui va changer ça. Je me suis laissé convaincre. J'étais fatiguée de me cacher. Je me sentais forte, protégée par notre amour. Quelle idiote! La fuite n'est pas venue de moi, mais de mon cousin Antoine, un bavard invétéré. Lors d'un appel avec ma mère, il a laissé échapper que je semblais très heureuse ces derniers temps. Il n'en a pas fallu plus. Ma mère a immédiatement appelé Chloé. Une enquête a été lancée. Pour Chloé, le fait que je lui cache une relation pendant plus d'1 an n'était pas une mesure de protection, c'était un affront personnel. Une déclaration de guerre. Elle a mis en marche son opération avec une efficacité digne des services secrets. Elle a trouvé le nom de l'agence d'architecture de Mathieu, a épluché ses réseaux sociaux professionnels, a découvert ses habitudes. La trahison n'a pas eu lieu lors du dîner d'anniversaire. Non, ça aurait été trop simple, trop privé.
Chloé a choisi un théâtre bien plus cruel, une scène où l'humiliation serait totale. C'était le soir du vernissage célébrant la fin de mon plus grand projet professionnel, la restauration d'une série de toiles du XVIIIe siècle pour le Petit Palais. C'était le couronnement de 2 ans de travail acharné. Mes collègues étaient là, mon mentor, Monsieur Dubois, qui me considérait comme sa protégée, et même quelques journalistes de magazines d'art. J'étais sur un nuage. Mathieu était à mes côtés, fier et aimant. C'est là qu'elle est apparue. Chloé. Sublime dans une robe rouge qui semblait capter toute la lumière de la pièce, un contraste violent avec les tons pastels des peintures qui m'entouraient. Elle a glissé jusqu'à nous, un verre de champagne à la main. Camille, quelle surprise! Je ne savais pas que tu avais un événement si important ce soir. Maman ne m'a rien dit. Un mensonge, bien sûr. Elle a ignoré ma main tendue et s'est tournée directement vers Mathieu, lui offrant un sourire qui aurait pu faire fondre un glacier. Et vous êtes? Le reste de la soirée fut un cauchemar au ralenti. Je les voyais de l'autre côté de la salle, Chloé riant, sa main, accidentellement, posée sur le bras de Mathieu, sa tête penchée vers lui comme pour partager un secret. Mathieu, au début un peu raide, semblait peu à peu se détendre, puis s'amuser, puis être complètement captivé. Mon mentor est venu me féliciter, mais je pouvais à peine entendre ses mots. Mon regard était rivé sur ce couple improvisé qui me volait ma soirée, ma victoire, ma vie. La confrontation finale a eu lieu près du buffet. J'ai attrapé Mathieu par le bras. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, ma voix tremblante de rage. Il a eu l'air agacé, comme si je le dérangeais. « Écoute, Camille, on discute, c'est tout. Ne sois pas parano. » C'est à ce moment que Chloé s'est approchée, son sourire triomphant. Elle a passé un bras sous celui de Mathieu, le réclamant comme sa propriété. Il faut bien que quelqu'un vérifie s'il est à la hauteur de notre famille, non? Tu es si mauvaise juge, ma pauvre sœur. Je me suis tournée vers Mathieu, attendant qu'il la repousse, qu'il me défende. Son regard était fuyant. Il a soupiré, un son qui a brisé la dernière parcelle de mon cœur. Camille, a-t-il dit, avec une froideur que je ne lui connaissais pas, il faut grandir. C'est la vie. Il ne m'a même pas regardé en disant ça. Il regardait ma sœur. Et dans ses yeux, je n'ai pas vu de l'amour, ni même du désir. J'ai vu la fascination simple et primitive d'un homme faible devant une femme de pouvoir. Mon humiliation était complète. Publique. Absolue. J'ai quitté le Petit Palais sans un mot, laissant derrière moi les murmures, les regards apitoyés de mes collègues et le sourire victorieux de ma sœur. J'ai marché, sans but, le long des quais de Seine. Les lumières des bateaux-mouches glissaient sur l'eau sombre, peignant des éclats éphémères sur mon visage baigné de larmes silencieuses. La rage et le chagrin formaient un tourbillon si violent dans ma poitrine que j'avais l'impression de me noyer de l'intérieur. J'ai fini par héler un taxi. Pendant la longue traversée de Paris, sous une pluie fine qui commençait à tomber, quelque chose a changé. La tristesse, cette vieille compagne familière, a commencé à reculer. À sa place, une nouvelle sensation a émergé, quelque chose de froid, de dur et de incroyablement lucide. C'était comme si des années de brouillard émotionnel se dissipaient soudainement. Pour la première fois, je ne voyais plus Chloé comme une force de la nature incontrôlable, une calamité que je devais subir. Je la voyais pour ce qu'elle était, un mécanisme. Un système prévisible avec ses propres règles et ses propres failles. Elle ne tombait pas amoureuse, elle conquérait. Elle n'était pas attirée par les hommes eux-mêmes, mais par le fait qu'ils m'appartenaient. C'était le sceau de l'interdit, le frisson de la transgression qui l'excitait. Son moteur n'était pas le désir, mais le pouvoir. Le pouvoir de prendre, de détruire, de prouver encore et encore sa supériorité. Et son point faible, sa faille d'Achille, était aussi évident que le nez au milieu de son magnifique visage, sa vanité. Sa superficialité totale. Chloé ne regardait jamais au-delà de la façade. Un bel homme, un discours charmant, un vernis de succès, et elle était ferrée. Elle ne s'était jamais demandé si Thomas était intelligent, si Marc était loyal, ou si Mathieu avait une colonne vertébrale. Elle les voulait, elle les a pris. C'était aussi simple que ça. Le taxi s'est arrêté devant mon immeuble dans le quartier d'Alésia. Je suis montée dans mon appartement,
un sanctuaire rempli de mes outils de restauration, de l'odeur de la térébenthine et des pigments. Je me suis regardée dans le grand miroir de l'entrée. Mes yeux étaient rouges, mon maquillage avait coulé, mais le regard qui me fixait n'était plus celui d'une victime. C'était le regard de quelqu'un qui venait de comprendre les règles du jeu. Une décision a pris forme dans mon esprit, non pas dans un éclat de colère, mais dans le calme glacial d'une certitude absolue. J'avais passé ma vie à subir ces attaques. J'avais essayé de construire des murs, des forteresses, mais elles trouvaient toujours une brèche. La seule façon de gagner n'était pas de se défendre, mais d'attaquer. Mais pas à sa manière, pas avec des coups bas et des séductions éphémères. Non. Ma vengeance serait une œuvre d'art. Une restauration à l'envers. Je n'allais pas simplement la blesser. J'allais la déconstruire. Pièce par pièce. En utilisant les failles de sa propre personnalité comme un solvant qui dissoudrait le vernis jusqu'à atteindre le bois nu et pourri en dessous. Je lui donnerais exactement ce qu'elle désirait. L'homme le plus irrésistible qu'elle ait jamais rencontré. Un trophée si magnifique qu'elle ne pourrait pas lutter. Mais ce trophée serait un cheval de Troie. Un cadeau empoisonné qui, une fois à l'intérieur de ses défenses, la détruirait de l'intérieur. Ce soir-là, la restauratrice d'art est morte. À sa place est née une architecte. L'architecte de l'ombre, qui allait bâtir le plus parfait des pièges. Ma transformation a été immédiate. Le lendemain matin, la peine était toujours là, une douleur sourde dans ma poitrine, mais elle était maintenant recouverte par une couche de détermination froide. Mon atelier, habituellement un lieu de création et de réparation, est devenu mon quartier général. Les compétences que j'utilisais pour retracer la provenance d'un tableau, pour analyser les couches de peinture et déceler les faux, je les ai mises au service de mon nouveau projet. Je ne cherchais pas juste un « mauvais garçon ». Je cherchais un monstre, un prédateur de calibre professionnel, mais un monstre avec une façade impeccable. Pendant des semaines, mes nuits n'ont plus été consacrées au sommeil mais à la chasse. J'ai plongé dans les abysses d'Internet. J'ai exploré les forums sur les escroqueries sentimentales, les articles de presse régionale archivés, les registres du commerce et des sociétés. Je me suis créé de faux profils pour infiltrer des cercles où l'argent et les apparences régnaient en maître. J'ai dressé une liste de cibles potentielles, des hommes au profil lisse mais dont le sillage numérique laissait deviner des zones d'ombre. C'est ainsi que j'ai trouvé Bastien Legrand. Son profil sur les réseaux professionnels était une œuvre d'art en soi. La quarantaine, un visage buriné par le soleil de la Côte d'Azur, des costumes sur mesure, des photos de lui sur des voiliers ou dans des galeries d'art. Il se présentait comme un investisseur en immobilier de luxe et en art, partageant son temps entre Nice et Paris. Il était parfait. Trop parfait. En creusant, j'ai commencé à trouver les fissures. Des articles dans les archives de Nice Matin et Var Matin. Des litiges commerciaux, des plaintes pour abus de confiance qui avaient été classées sans suite, faute de preuves. Des commentaires énigmatiques sur de vieux blogs financiers, des avertissements voilés. Il était un fantôme qui laissait des traces de brûlures partout où il passait. Le coup de génie est venu en croisant les noms cités dans un des articles avec les registres d'anciennes sociétés qu'il avait dirigées avant leur liquidation. J'ai trouvé un nom. Juliette Renaud. Une femme qui avait été sa partenaire, dans la vie et en affaires, avant de tout perdre. La retrouver a été l'étape la plus difficile. Elle avait changé de nom après son divorce, déménagé. Il m'a fallu 3 semaines pour trouver sa nouvelle adresse, dans une petite ville de la banlieue lyonnaise. Pendant plusieurs jours, j'ai hésité. La contacter, c'était franchir une ligne morale irréversible. C'était impliquer une autre victime dans mon plan. Mais la vision du sourire de Chloé au Petit Palais a balayé mes scrupules. Je lui ai écrit un email, sous un faux nom, prétendant être une journaliste enquêtant sur les fraudes dans le milieu de l'art. Elle a d'abord refusé. J'ai insisté, lui disant que son témoignage pourrait empêcher d'autres femmes de souffrir. Finalement, elle a accepté un rendez-vous, dans un café anonyme près de la gare de la Pardieu. La femme que j'ai rencontrée n'avait rien à voir avec les photos souriantes que j'avais vues d'elle aux côtés de Bastien. Juliette était une ombre. Ses mains tremblaient en tenant sa tasse de café. Elle était terrifiée, méfiante. J'ai compris que le mensonge ne fonctionnerait pas. J'ai pris une grande inspiration et j'ai changé de stratégie.
J'ai abandonné mon rôle de journaliste et je lui ai parlé, pour la première fois, avec une honnêteté brutale. Je lui ai parlé de ma sœur, de la compétition, de la dernière humiliation. Je ne lui ai pas parlé de mon plan de vengeance, mais je lui ai montré ma propre douleur. Elle m'a écouté, et lentement, la méfiance dans ses yeux a été remplacée par une lueur de reconnaissance. Elle a vu en moi non pas une menace, mais un miroir. Et elle a commencé à parler. Pendant 2 heures, elle a vidé son sac. La séduction fulgurante, l'amour qui vous isole du monde. Puis la manipulation psychologique, les critiques constantes, l'érosion de sa confiance en elle. La ruine financière, où il l'avait convaincue de tout investir dans des projets qui se sont évaporés. Et enfin, la violence verbale, les menaces, la peur constante. Il ne l'avait pas seulement ruinée, il l'avait démolie de l'intérieur. En la quittant sur le quai de la gare, je lui ai serré la main. « Merci, Juliette. Vous ne savez pas à quel point vous m'avez aidée. » « Faites attention, » m'a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas un homme. C'est un trou noir. » Dans le train qui me ramenait à Paris, je ne ressentais aucune pitié. Juste une confirmation glaciale. J'avais trouvé mon arme. J'avais trouvé le trou noir parfait pour y jeter ma sœur. L'opération « Juliette » était terminée. La phase de recrutement pouvait commencer. Avant de contacter Bastien, j'ai fait une dernière chose. J'ai appelé Sophie. Nous nous sommes retrouvés dans notre café habituel, près du palais de justice. L'air était chargé d'une tension inhabituelle. « J'ai besoin de te parler de quelque chose », ai-je commencé. Je lui ai tout raconté. Pas seulement la trahison de Mathieu, mais la décision que j'avais prise, la recherche, la découverte de Bastien, et même ma rencontre avec Juliette. Je lui ai exposé mon plan dans ses grandes lignes, utiliser Bastien comme une arme contre Chloé. Sophie m'a écouté sans m'interrompre, son visage de plus en plus grave. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa tasse et m'a regardé droit dans les yeux. Son regard n'était plus celui d'une amie, mais celui d'une avocate. « Camille », a-t-elle dit, sa voix basse et sérieuse. « Tu dois comprendre ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas un jeu juridiquement, ça s'appelle une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Si cet homme blesse ta sœur, physiquement ou financièrement, et qu'on découvre que tu les as mis en contact en sachant qui il était, tu pourrais être poursuivi pour complicité. Conspiration. Tu joues avec le feu, et tu risques de te brûler gravement. » Ces mots flottaient dans l'air entre nous. Je les ai accueillis, je les ai pesés. Je savais qu'elle avait raison. Mais la peur ne m'atteignait plus. Elle m'a mise en danger toute ma vie, Sophie, ai-je répondu, ma voix d'un calme qui m'a surprise moi-même. Elle a mis en danger ma santé mentale, mes relations, mon bonheur. C'est son tour de connaître le risque. C'est tout. Sophie a secoué la tête, un mélange de fascination et d'horreur dans les yeux. Je ne peux pas te soutenir là-dedans, Camille. Mais je serai là pour toi si les choses tournent mal. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Le lendemain, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai utilisé un de mes faux profils sur un réseau social professionnel, celui d'une femme sur le point de toucher un héritage conséquent et cherchant à investir dans l'art pour des raisons fiscales. L'histoire était crédible, là pas suffisamment alléchant. J'ai envoyé un message à Bastien, lui demandant conseil. Il a répondu en moins d'1 heure. Notre première rencontre a eu lieu dans le bar feutré du Georges V, un lieu si ostentatoire qu'il en était presque une caricature. J'avais choisi une tenue sobre, élégante mais discrète, le parfait uniforme de la riche héritière un peu perdue. Bastien est arrivé, et il était encore plus impressionnant qu'en photo. Il avait ce charisme animal, cette confiance en soi qui semblait remplir tout l'espace autour de lui. J'ai joué le rôle de ma vie. J'ai parlé de mon prétendu héritage, de ma passion pour l'art, et puis, comme par accident, j'ai amené la conversation sur ma famille. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le compte Instagram de Chloé, rempli de photos d'elle dans des lieux exotiques, toujours entourée d'admirateurs. « Voilà ma petite sœur », ai-je soupiré, avec une fausse mélancolie parfaitement maîtrisée. Elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est la lumière de la famille. Elle a tout pour elle. Les hommes, ils ne voient qu'elle. C'est une beauté dévastatrice. J'ai passé ma vie dans son ombre. J'ai vu l'étincelle dans ses yeux.
Ce n'était pas de la pitié. C'était l'éclair du prédateur qui vient de repérer deux proies pour le prix d'une. Une proie facile et riche, et un trophée ultime, un défi à sa hauteur. Il a posé sa main sur la mienne, sur la table en marbre. Son contact était chaud, mais je n'ai ressenti qu'un froid glacial. Une femme de votre intelligence et de votre sensibilité ne devrait jamais être dans l'ombre de personne, Camille, a-t-il dit, sa voix un velours dangereux. L'homme qui ne voit pas ça est un imbécile. Le pacte avec le diable était scellé. Il pensait me manipuler, me séduire pour prendre mon argent. Il n'avait aucune idée qu'il n'était qu'un pion sur mon échiquier, une pièce que j'avançais délibérément vers la reine adverse. Les 3 semaines qui ont suivi ont été un ballet de duplicité. Bastien a commencé son offensive de charme habituelle, le « love bombing », dans toute sa splendeur. Dîner dans des restaurants étoilés, invitations à des vernissages privés, des fleurs livrées à mon atelier. Il me parlait d'un avenir commun, d'investissements que nous pourrions faire ensemble. Je jouais le jeu, feignant d'être de plus en plus éprise, tout en observant ses techniques avec un détachement clinique. Chaque compliment était calculé, chaque geste était conçu pour créer une dépendance émotionnelle. De mon côté, je maintenais notre relation dans le plus grand secret, lui expliquant que j'étais terrifiée à l'idée que Chloé la prenne et essaie de me le voler, comme tous les autres. Cette fausse vulnérabilité nourrissait son ego et renforçait sa conviction que j'étais une proie facile. Il pensait me tisser une toile, sans voir que c'était lui qui s'y enroulait. Le moment était venu d'organiser le coup de théâtre. L'anniversaire de mon père approchait. J'ai annoncé à Bastien que je voulais l'inviter, que c'était le moment de l'officialiser, mais que j'étais morte de peur. J'ai tellement peur de ce que Chloé pourrait faire, lui ai-je murmuré au téléphone, ma voix chargée d'une angoisse feinte. Il m'a rassurée avec des mots pleins de condescendance, me disant qu'il saurait la gérer. Le dîner a eu lieu à la Coupole, cette brasserie mythique de Montparnasse. Un lieu assez grand et bruyant pour que notre drame privé puisse se jouer avec une certaine discrétion. Ma famille était là. Monique, rayonnante à l'idée de pouvoir présenter le nouvel ami de sa fille aînée. Mon père, l'air fatigué d'avance. Et Chloé, curieuse et déjà sur le qui-vive, comme un chat qui a senti une souris. Bastien a été magistral. Il a joué son rôle à la perfection. Il a traité Chloé avec une politesse distante, presque glaciale, tout en me couvrant d'une attention si démonstrative qu'elle en devenait presque gênante. Il complimentait mes choix sur le menu, riait aux blagues de mon père, écoutait les anecdotes de ma mère avec une concentration intense. Il était le gendre parfait. Et comme prévu, Chloé n'a pas supporté d'être ignorée. Surtout par un homme de la trempe de Bastien. Son manège a commencé subtilement. Un contact accidentel de son bras contre le sien. Un rire un peu trop fort à une de ses remarques. Puis, elle a intensifié le jeu. Elle s'est penchée vers lui pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, créant une bulle d'intimité qui nous excluait tous. Sa flirtation est devenue si évidente que même mes parents, d'habitude si aveugles, ont commencé à échanger des regards mal à l'aise. C'était le moment. Je me suis excusée pour aller aux toilettes. Mais au lieu d'y aller, je me suis arrêtée derrière un pilier, d'où je pouvais observer la table. La place vide à côté de Bastien a été un appel d'air. Chloé s'est immédiatement penchée davantage vers lui. Je ne pouvais pas entendre leurs mots, mais je voyais son langage corporel, la main sur son avant-bras, le regard de velours, le sourire prometteur. J'ai vu Bastien sortir discrètement son téléphone, et Chloé lui dicter son numéro. Le piège était en place. Je suis retournée à la table, prenant une expression de choc et de douleur. J'ai regardé Bastien, puis Chloé. Je n'arrive pas à le croire, ai-je articulé, ma voix tremblant de larmes que je retenais. Puis j'ai pris mon verre de Chablis, et dans un geste théâtral, je l'ai vidé au visage de Bastien. Le silence s'est abattu sur notre table. Sous les regards stupéfaits de ma famille et des tables voisines, j'ai attrapé mon sac et je me suis enfuie de la brasserie, en sanglotant bruyamment. Ma performance était digne d'un Molière. En partant, j'ai croisé le regard de mon père. Il n'y avait pas de colère, seulement une immense lassitude et une lueur de compréhension. Il avait tout vu. Et il n'a rien dit. Le téléphone a sonné tard le soir même. C'était Chloé. Sa voix était un sirop de fausse sympathie et d'inquiétude.
Camille? Ça va? Je suis tellement désolée pour ce soir. Ce type, Bastien, il est vraiment étrange. Il n'arrêtait pas de me draguer lourdement dès que tu avais le dos tourné. J'ai essayé de le repousser. Tu as bien fait de le quitter. Il ne te mérite pas. J'ai écouté son flot de mensonges, savourant chaque syllabe empoisonnée. J'ai joué la sœur brisée, sanglotant qu'elle avait raison, que j'étais trop naïve. Tu as raison, Chloé. J'aurais dû t'écouter. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui. J'ai raccroché, un sourire glacial sur les lèvres. L'hameçon était avalé. En moins de 48 heures, la première photo est apparue sur son Instagram. Une story. Un verre de vin avec une main d'homme reconnaissable à sa montre de luxe. La légende, les rencontres inattendues. En une semaine, ils étaient un couple officiel, s'affichant dans tous les endroits à la mode de Paris. Chloé était radieuse, triomphante. Elle avait gagné, une fois de plus. Elle pensait m'avoir sauvée d'un homme qui ne me méritait pas, pour mieux se l'approprier. J'observais tout ça de loin, comme un scientifique regarde une expérience se dérouler dans une boîte de pétri. Un mélange de satisfaction et d'une appréhension grandissante me serrait le ventre. Je savais que le plan de Bastien allait maintenant se déployer sur elle. Et il s'est déployé avec une rapidité et une efficacité terrifiantes. En moins d'un mois, Chloé était, selon ses propres termes, follement amoureuse. Bastien l'avait isolée de son cercle d'amis habituel, critiquant leur superficialité, la persuadant qu'elle méritait mieux, qu'elle méritait un monde comme le sien. Il lui a vendu un rêve, quitté son travail dans l'événementiel pour s'associer avec lui dans un projet immobilier exclusif à Saint-Tropez. Une opportunité unique. C'est là que le poison financier a commencé à agir. Il l'a convaincue d'investir toutes ses économies, soit un peu plus de 50 000 €. Puis il y a eu l'héritage de notre grand-mère, une somme conséquente qu'elle gardait précieusement. Il lui a expliqué que pour faciliter les démarches administratives et fiscales, le plus simple était qu'elle lui donne une procuration sur ses comptes. C'est une question de confiance, ma chérie. Entre nous, il n'y a pas de secret, pas de méfiance. Aveuglée par l'amour et l'appât du gain, elle a signé. Le premier coup de semonce n'a pas tardé. Un après-midi, alors que j'étais à mon atelier, j'ai reçu un appel de Chloé. Elle était en panique. Camille, je ne comprends pas. J'ai reçu un appel d'un avocat. Il représente une ex de Bastien. Il dit que Bastien a caché des biens lors de leur séparation et que comme je suis sa nouvelle compagne et partenaire en affaires, je pourrais être poursuivie pour complicité de recel. Tu te rends compte? J'ai fait semblant d'être choquée, l'encourageant à être prudente. Mais Bastien m'a tout expliqué, a-t-elle repris, se raccrochant à ses mensonges. C'est juste une ex jalouse et hystérique qui essaie de lui nuire. Il va régler ça. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Je l'ai écoutée se convaincre elle-même, tout en sachant que ce n'était que le début. La première fissure dans la façade. Le premier craquement avant l'effondrement total. L'hameçon était bien en place. Le poison commençait à se répandre dans ses veines. L'effondrement a été plus rapide et plus brutal que tout ce que j'avais imaginé. Le projet immobilier exclusif à Saint-Tropez s'est révélé être ce qu'il était depuis le début, une coquille vide, une arnaque destinée à siphonner son argent. Quand Chloé, commençant enfin à s'inquiéter, a demandé à voir des documents, des preuves tangibles, Bastien est devenu évasif, puis agacé. L'argent, bien sûr, avait disparu, transféré sur des comptes à l'étranger, intraçables. La véritable horreur a commencé quand elle a découvert l'état de ses propres finances. En se connectant à son compte en banque, elle a vu le vide. Non seulement ses économies et son héritage avaient disparu, mais Bastien avait utilisé son identité et les informations qu'elle lui avait données pour souscrire plusieurs crédits à la consommation à son nom. Des prêts pour une voiture de luxe qu'elle n'a jamais vue, pour des voyages qu'elle n'a jamais faits. Il avait méthodiquement construit une montagne de dettes sur son nom, s'élevant à plus de 100 000 €. Elle était ruinée. C'est lorsqu'elle a tenté de le confronter que le masque du prince charmant est tombé pour révéler le monstre en dessous. La confrontation a eu lieu dans l'appartement luxueux du 16e arrondissement qu'il louait, sa cage dorée. Quand elle lui a demandé des comptes, en larmes, il n'a pas crié. Il a souri. Un sourire froid,
dénué de toute émotion. Tu pensais quoi, ma chérie? Que l'argent tombait du ciel? Quand elle a annoncé qu'elle le quittait, qu'elle allait porter plainte, son attitude a changé. La violence psychologique, qui était insidieuse, est devenue frontale. Il l'a attrapée par le bras, si fort qu'elle a crié de douleur. Tu ne vas nulle part, a-t-il sifflé, son visage à quelques centimètres du sien. Tu es aussi impliqué que moi maintenant. Il lui a confisqué son téléphone, son portefeuille, son passeport. Il l'a enfermée dans l'appartement pendant 2 jours. 2 jours de terreur psychologique pure. Il alternait les menaces et les fausses déclarations d'amour, la brisant mentalement. Il lui répétait qu'elle n'était rien sans lui, qu'elle était stupide et naïve, et que si elle parlait, il la détruirait. Mais le coup de grâce, le geste qui l'a enchaîné à lui de manière irréversible, a été d'une perversité absolue. Bastien était également impliqué dans une escroquerie à l'art, revendant des œuvres volées à des collectionneurs peu scrupuleux. Il a sorti une pile de documents. Des certificats d'authenticité pour des tableaux qu'il venait de vendre. Tu vas signer ça, a-t-il ordonné. Elle a refusé. Il l'a giflée. Une gifle sèche, qui a fait exploser des étoiles devant ses yeux. Signe. En larmes, tremblante, elle a signé. Document après document. Son nom, sa signature, sur des preuves de transactions frauduleuses. Quand elle a eu fini, il a caressé sa joue endolorie avec une tendresse terrifiante. Voilà, ma chérie, a-t-il murmuré. Maintenant, nous sommes de vrais partenaires. Si je tombe, tu tombes avec moi. Tu es ma complice. À cet instant, Chloé a compris. Elle n'était plus une victime. Elle était un bouclier. Une assurance. Elle était piégée dans la cage, et la porte venait de se refermer à double tour. Chloé a réussi à s'échapper 2 jours plus tard, profitant d'un moment où Bastien était sorti pour un rendez-vous. Elle n'a rien pris. Elle a couru, en état de choc, jusqu'à l'appartement d'une amie, la seule personne qu'elle n'avait pas encore aliénée. Mais elle était déjà marquée au fer rouge, et le coup de grâce n'allait pas tarder. Il est arrivé 1 semaine plus tard, à l'aube. La police judiciaire, qui enquêtait sur Bastien depuis des mois grâce aux plaintes accumulées d'autres victimes, dont Juliette, a finalement obtenu assez de preuves pour agir. Ils ont défoncé la porte de l'appartement du 16e arrondissement. Ils ont trouvé Bastien, bien sûr, mais ils ont aussi trouvé la pile de certificats d'authenticité frauduleux, tous portant la signature claire et lisible de Chloé Legrand. Pour la police, elle n'était pas une victime, mais une complice active dans un réseau de blanchiment d'argent et de recel d'œuvres d'art. Elle a été arrêtée le jour même, chez son ami. Mon téléphone a sonné à 6h47 du matin. Le nom, Chloé, s'est affiché sur l'écran. Je l'ai regardé vibrer sur ma table de chevet, le son strident dans le silence de ma chambre. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé basculer sur la messagerie. Quelques minutes plus tard, la notification est apparue. Un nouveau message vocal. Je l'ai écouté, le cœur battant à un rythme lent et lourd. La voix de Chloé était à peine reconnaissable, brisée par des sanglots hystériques. Camille? Camille, je t'en supplie. Ils m'ont arrêté. Je suis en garde à vue au commissariat. Ils disent que je suis complice, ils parlent de prison. Bastien m'a tout pris, il m'a piégé. Je sais que je t'ai fait du mal, Camille, je sais, mais je t'en supplie, j'ai besoin d'aide. Appelle maman. Fais quelque chose. S'il te plaît. J'ai écouté le message une première fois. Puis une deuxième. Puis une troisième. Chaque mot était une note dans la symphonie de sa destruction. J'ai senti une vague de quelque chose de sombre et de puissant monter en moi. Ce n'était pas de la joie. C'était la satisfaction froide et pure de la justice immanente. J'ai appuyé sur la touche « Effacer ». Le message a disparu. Le silence est revenu. Bien sûr, ma mère a appelé 1 heure plus tard, complètement hystérique. Camille. Tu as eu les nouvelles? Chloé est en garde à vue. C'est un cauchemar. Ce monstre l'a manipulée. Tu dois l'aider, trouver un avocat, payer sa caution. C'est ta sœur. Je l'ai laissé finir sa tirade, puis j'ai répondu, ma voix d'un calme olympien. Non, maman.
Un silence. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Je veux dire non. Je ne ferai rien. Mais c'est ta sœur, a-t-elle crié, incrédule. Elle a fait ses choix, ai-je continué, chaque mot pesé et précis. Comme elle a fait son choix avec Thomas. Et avec Marc. Et avec Matthieu. Elle a toujours fait ses choix. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Puis, j'ai entendu la voix de ma mère, transformée, un murmure rempli d'une horreur soudaine, la voix de quelqu'un qui vient de voir le monstre sous le lit. Tu savais, a-t-elle chuchoté. Depuis le début. Ce dîner, ce n'était pas un hasard. Tu savais ce qu'il était, n'est-ce pas? C'était la question que j'attendais. La reconnaissance de mon acte. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Mon silence était un aveu plus éloquent que n'importe quel mot. J'ai doucement raccroché, coupant le dernier lien qui me rattachait à la femme qui m'avait blâmé toute ma vie. Le procès de ma mère était terminé. Le verdict était tombé. Les 2 années qui ont suivi ont été un long et lent processus de retombées radioactives. Le procès a été très médiatisé dans la presse locale. L'escroc des beaux quartiers et sa complice glamour. Le visage de Chloé, hagard et sans maquillage, était partout. Pour éviter une peine plus lourde, elle a plaidé coupable pour les charges les moins graves et a témoigné contre Bastien, détaillant l'ensemble de son système. Bastien a été condamné à une lourde peine de prison. Chloé, elle, a écopé de 18 mois, dont 6 fermes à la prison de Fleury-Mérogis. La famille, ou ce qu'il en restait, a implosé. Monique était un fantôme. L'humiliation publique était la pire des punitions pour elle. Elle ne me parlait que lorsque c'était absolument nécessaire, sa voix neutre et vide. Elle était déchirée entre l'horreur de ce que j'avais fait et une sorte d'admiration involontaire pour la précision chirurgicale de ma vengeance. Elle ne pouvait plus me voir comme sa fille faible et soumise. J'étais devenue une inconnue, une force qu'elle ne comprenait pas et qu'elle craignait. Mon père a été une surprise. Quelques semaines après la condamnation de Chloé, il m'a appelé et m'a demandé de déjeuner avec lui. Nous nous sommes assis dans une brasserie tranquille, et pour la première fois, il m'a regardé comme un égal. « Je sais ce que tu as fait, Camille, a-t-il dit, sans me juger. Et je ne vais pas te dire que tu as bien fait. Mais je comprends. Pendant des années, j'ai regardé ta mère et ta sœur te dévorer vivantes, et je n'ai rien fait. J'étais un lâche. On récolte ce que l'on sème. Nous le récoltons tous. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était une reconnaissance. Une absolution que je ne cherchais pas mais qui m'a touchée. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une notification de ma banque. Un virement important de la part de mon père. C'était, au centime près, la somme que j'avais dû débourser pour payer la caution de mon premier appartement et déménager en urgence après la trahison de Matthieu. Il n'y avait pas de message. Il n'y en avait pas besoin. C'était son acte de contrition, silencieux et concret. J'ai commencé une thérapie. Non pas parce que je me sentais coupable. La culpabilité était une émotion que j'avais l'impression d'avoir laissée derrière moi, dans les cendres de mon ancienne vie. J'y suis allée pour apprendre à vivre avec la femme que j'étais devenue. La colère, qui avait été mon carburant pendant si longtemps, avait disparu, laissant un vide immense. Ma thérapeute m'a dit que la vengeance apporte rarement la paix. Elle avait raison. Je ne ressentais ni triomphe, ni joie. Juste une quiétude étrange, presque inquiétante. Je continuais mon travail, avec la même passion, la même minutie. Mais quelque chose avait changé. En restaurant une toile, en nettoyant la crasse des siècles pour révéler les couleurs originales, je ne pouvais m'empêcher de penser que j'avais fait la même chose pour ma propre vie. J'avais utilisé un produit corrosif, dangereux, pour enlever la couche de pourriture qui l'étouffait. Le résultat était là, plus net, plus vrai. Mais la surface n'était plus lisse. Elle portait les cicatrices de l'opération. J'avais sauvé l'œuvre, mais j'avais perdu à jamais la douce innocence de croire qu'on pouvait réparer les choses sans laisser de traces. J'étais plus dure, plus froide, peut-être. Mais j'étais libre. Chloé est sortie de prison après 8 mois, pour bonne conduite. Elle a déménagé à Lille, tentant de se reconstruire dans l'anonymat. Pendant plus d'1 an, je n'ai eu aucune nouvelle directe. Je savais, par mon père,
qu'elle travaillait comme serveuse, qu'elle suivait une thérapie imposée par la justice. J'avais l'impression qu'un chapitre était enfin clos. Puis, un dimanche soir, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sa voix était hésitante, presque timide. Camille? Chloé est à Paris pour quelques jours. Elle aimerait que l'on dîne tous ensemble. Pour parler. Pour essayer de tourner la page. Mon premier réflexe a été un non catégorique. Mais mon père m'a appelé ensuite. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Juste une fois. Après, je ne te demanderai plus rien. J'ai accepté, non pas pour eux ou pour Chloé, mais par une sorte de curiosité morbide. Je voulais voir le produit fini de ma création. Le dîner a eu lieu chez mes parents. L'atmosphère était d'une lourdeur sépulcrale. Chloé était méconnaissable. Elle avait maigri, son visage portait les marques de la fatigue et de l'épreuve. Fini les tenues de créateur, elle portait un simple jean et un pull. Elle avait l'air ordinaire. Au début, elle a joué la carte de la rédemption parfaite. Elle a parlé de sa prise de conscience en prison, de sa thérapie, de la honte qu'elle ressentait. Elle s'est excusée auprès de mes parents pour l'humiliation. Puis, elle s'est tournée vers moi. Camille, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point je suis désolée. Pour tout. Pour Mathieu, pour Marc, pour toutes ces années. J'étais une personne horrible. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. C'était une performance convaincante. Mes parents pleuraient presque. Mais moi, je l'observais, sans émotion. Et j'ai attendu. Car les monstres ne changent pas, ils changent juste de masque. Et les vieilles habitudes ont refait surface, subtilement. Au détour d'une phrase, elle a glissé une pique sur mon nouveau compagnon, que j'avais mentionné brièvement. Il a l'air très gentil. J'espère qu'il est plus solide que les autres. Puis, elle a commencé à charmer mon père, lui parlant de ses difficultés financières, plantant la graine d'une future demande d'aide. Je voyais le mécanisme se remettre en marche, rouillé mais toujours fonctionnel. À la fin du repas, alors que ma mère parlait déjà de « nouveau départ », Chloé s'est tournée une dernière fois vers moi, son regard suppliant. « Alors, tu me pardonnes ?» Je l'ai regardé longuement. J'ai regardé son visage, autrefois si puissant, maintenant réduit à celui d'une actrice médiocre dans une pièce mal écrite. Et j'ai senti la dernière chaîne se briser. « Non, ai-je dit, ma voix parfaitement calme. » Le silence est tombé, glacial. « Je ne te pardonne pas, Chloé, ai-je continué, en la regardant droit dans les yeux pour qu'elle comprenne bien. Et tu sais pourquoi? Parce que pour pardonner, il faut ressentir quelque chose. De la colère, de la peine, de l'amour. Mais le problème, c'est que je ne ressens plus rien pour toi. Tu es une étrangère. Une anecdote de mon passé. Je me suis levée. J'ai remercié mes parents pour le repas. Je dois y aller. J'ai marché vers la porte, sans un regard en arrière. Je les ai laissés là, Chloé avec son masque de contrition qui se fissurait, et mes parents qui, je l'espérais, voyaient enfin leur fille cadette pour ce qu'elle était vraiment, un vide qui se nourrissait de la vie des autres. En montant dans ma voiture, cette nuit-là, je n'ai ressenti ni triomphe, ni tristesse, ni même le vide qui m'avait hanté. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai ressenti la paix. Une paix totale, silencieuse et absolue. Le jeu était terminé. Il n'y avait plus de poison dans mes veines. J'avais gagné.